Bonjour, bienvenue dans les mots de la GRH, les défis. Le défi du mal-être au travail et les notions de burn, de brown et de bore-out. Le mal-être au travail, sentiment profond de malaise, s'exprime par différents symptômes. Le burn-out, qui renvoie à l'épuisement professionnel, physique et psychique. Le bore-out, qui est un épuisement par ennui généré par une sous-charge de travail significative. Et enfin, le brown-out, mal-être provoqué par l'absurdité de tâches répétitives qui induisent une recherche de sens à son travail difficilement trouvable. La notion de mal-être au travail renvoie à des questions désagréables à traiter par le DRH, une notion de pression, de malaise, inscrite dans le grand catalogue de ce que l'on peut trouver associé à la souffrance au travail, qui pose des problèmes pour le DRH, qui doit essayer de les identifier et de combattre ces problèmes pour faire en sorte, bien évidemment, de privilégier le bien-être et la qualité de vie au travail. Alors, quel est le cadre que l'on peut essayer de trouver pour identifier les causes associées au mal-être au travail? Premièrement, on a les causes associées au burn-out. Alors, le burn-out est développé ou associé ou causé par une fatigue intense, une pression permanente, des individus qui ne réussissent pas à se reposer, des individus qui sont sans cesse sous pression, avec une charge de travail qui est telle qu'il y a une surcharge de travail, des individus qui essayent de respirer, de lever la tête en dehors de l'eau et qui se font immédiatement réappuyer la tête sans avoir le temps de reprendre sa respiration. Il y a une sorte d'épuisement à la fois physique et psychique par l'accumulation de cette pression qui se transforme derrière en une sensation de dévalorisation de soi, une tendance à perdre du lien social, donc à se déconnecter des autres, à s'isoler, et qui provoque un burn-out, c'est-à-dire une sorte d'arrêt, d'incapacité de réussir à retourner travailler ou à se mettre au travail. Deuxième catégorie associée au mal-être au travail, le burn-out, qui est associé à ces tâches répétitives et absurdes, cette absurdité. Le burn-out est un petit peu associé à une baisse de régime, un sentiment d'inutilité. Qu'est-ce que je fais au travail? Pourquoi je travaille sur ces missions, sur ces projets? Pourquoi je fais ce travail qui n'a aucune utilité, où je n'arrive pas à raccrocher mes valeurs par rapport à ce travail, je n'arrive pas à donner de sens à ce travail. Quelle est ma valeur ajoutée? Elle est inexistante. Quelle est la confiance que l'on m'accorde? Il n'y en a pas. Quelle confiance je peux avoir vis-à-vis de l'organisation? Il n'y en a pas. Et donc, associé à cette notion de burn-out, il y a cette question de perte de sens. Ce que je fais n'a aucun sens. Ce que je fais, je ne peux pas le raccrocher à quelque chose. Donc, à quoi bon le faire? Et cela entraîne une forte démotivation, voire quelquefois une remise en cause, parce que les individus considèrent que c'est peut-être eux qui sont fautifs et qui doivent retrouver un sens associé à leur travail. Enfin, la dernière catégorie est la catégorie du bore-out, où les individus se sentent isolés, n'ont pas de défi, il y a une sorte d'ennui, le travail n'apporte rien parce qu'il n'y a rien à faire, ou il n'y a pas de stimulation à trouver associée au travail, il n'y a pas de motivation. C'est un travail que l'on peut qualifier de bullshit job, c'est-à-dire un travail qui ne sert à rien. Je ne ferai pas la transition littérale, mais vraiment un travail qui est vraiment totalement inintéressant, et donc qui provoque une sorte de retrait professionnel. Et quelquefois, pour des individus qui ont une très très forte conscience professionnelle, ou des individus qui ont juste une conscience professionnelle, un sentiment de culpabilité, mais finalement, je n'ai rien à faire, et ça me pose problème, parce que quand je vais au travail, je devrais justement travailler. Donc cela a comme conséquence managériale et pour la DRH que les individus sont démotivés et éprouvent une sensation
de mal-être qui impactent radicalement la performance qui devient donc inexistante ou en tout cas en très très forte baisse avec des individus en retrait. Le mal-être au travail, c'est un petit peu la personne associée au burn-out qui explose, voilà, cet individu qui explose. Par la personne associée au burn-out, c'est quand j'attends le métro ou le bus ou quand je prends mon vélo pour aller travailler, eh bien, il faut que j'ai une motivation suffisante. Eh bien, quelquefois, pour ceux qui viennent justement en vélo, eh bien, même pas de motivation pour appuyer sur les pédales. Et puis pour le burn-out, bon, finalement, à quoi bon essayer de raccrocher un sens à ce travail parce que je n'arrive pas à donner de sens à ce travail. Donc pour la DRH, il est extrêmement important de prendre en main ces dossiers dès que des sensations ou dès que des situations associées à ce mal-être au travail se retrouvent. Alors justement, d'un point de vue pratique, que faire? Comment rendre le cadre de travail propice à la qualité de vie au travail? Eh bien, il faut tout d'abord assurer un suivi régulier du climat social, du baromètre de satisfaction, du baromètre social, veiller à la prévention des risques psychosociaux et assurer la pérennité des démarches associées à la qualité de vie au travail. D'un point de vue managérial, il est important de renforcer l'implication de tout le management dans la démarche de qualité de vie au travail pour répondre à la question de comment définir des modes de management bienveillants à tous les niveaux de l'organisation et mettre en place des espaces d'écoute, des espaces dédiés aux collaborateurs qui ont des problèmes, qui pourront venir s'exprimer de manière totalement déconnectée de la relation managériale, au sens que si je m'exprime, je n'aurai pas de sanction ou je ne serai pas sanctionné si je m'exprime parce que j'ai un problème, pour avoir une écoute dite bienveillante. Et enfin, associé au process, comment assurer un suivi efficace des risques psychosociaux? Eh bien, il est important d'identifier les facteurs de risque et définir des indicateurs de suivi de ces risques psychosociaux et de réaliser des diagnostics de RPS, donc de risques psychosociaux, des diagnostics du climat social, des diagnostics de qualité de vie au travail et travailler conjointement et informer des résultats de ces diagnostics les instances représentatives du personnel et les individus et collaborateurs. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, voici une sélection d'ouvrages et quelques thématiques à travailler, à creuser, comme la gestion des risques psychosociaux, la santé au travail et les questions de souffrance au travail, de harcèlement ou encore de blur-out, c'est-à-dire cette confusion entre la vie privée et la vie professionnelle. Merci.